dis, mais tu sais quoi, mec, on va ouvrir un deuxième resto, ça va être incroyable, ça marchait de la même manière. Et on va l'ouvrir à 300 mètres. J'ai pris des avis négatifs dans tous les sens. Je me rappelle, je me levais le matin et je recevais des captures d'écran en disant on a été dans un resto hier, c'était mauvais et tout. Quand tu reçois ça dans les premiers mois d'ouverture, t'es là. Moi j'ai commencé, et une fois de plus, parce que je dis j'ai aucun problème à parler de chiffres, j'avais moins de 20 000 €, mais un de mes locataires qui m'envoie une vidéo, il y a 1 mètre d'eau dans la cave. Si tu veux prendre un bain, fallait me dire ma biche. Et donc je suis là, bon ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi. Mon deuxième bien par exemple, il y a eu un feu criminel, la maison juste à côté, les pompiers ont ils ont cassé toutes les portes chez moi. T'as de nouvelles portes. J'ai des nouvelles portes, voilà, mais par contre ça sent le saumon fumé depuis 2 ans quoi. Tu vois, je peux avoir 20 problèmes, je vais pas me faire un ulcère à cause de ça. Bonjour tout le monde, merci de regarder le podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Louis Jones, entrepreneur investisseur. Donc n'hésitez pas justement à nous suivre, à vous abonner pour suivre les prochains. Je pense pas avoir un parcours, enfin avec toute humilité bien sûr, si extraordinaire ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai toujours été drivé par l'entrepreneuriat très jeune, en faisant des soirées quand j'avais 16 ans notamment, certaines où on faisait jusqu'à 800 personnes. On a essayé de créer un concept qui était beaucoup plus compliqué que ce qui paraissait. Et c'est vrai que très vite, j'ai découvert une passion pour l'Horeca, qui est assez frustrante d'ailleurs de voir la direction dans laquelle l'Horeca va. Il y a tellement d'établissements qui font des choses incroyables mais qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et donc c'est pour cette raison que j'ai ouvert mon premier établissement quand j'avais 22 ans, après une très bonne expérience à l'étranger, donc j'ai ouvert sur Bruxelles. Et ensuite j'ai ouvert un deuxième dans la foulée. On s'est un peu poussé des ailes quand tout va bien. Donc c'est vrai qu'on travaillait énormément. On faisait du 80-90 heures semaine. Beaucoup de travail. Et ensuite, on a ouvert un deuxième, très bien passé. Puis il y a eu le Covid, et ce qui a un peu rabattu les cartes pour tout le monde. Aussi de mon côté, c'était pas, on n'a pas failli quoi que ce soit, juste j'avais pas la même vision que mon associé, donc j'ai décidé de vendre mes parts en 2021. Okay. Et à ce moment-là, j'ai un ami que je connaissais depuis une quinzaine d'années qui m'a contacté, qui lui avait créé une boîte dans tout ce qui était boisson au fût. Et là, on a décidé de créer une nouvelle gamme de cocktails au fût, qui est maintenant la société, on va dire que c'est plus une start-up, mais c'est la société dans laquelle j'ai 80% de mon temps en plus de l'immobilier. Et l'immobilier qui est arrivé il y a 2-3 ans dans ma vie. Et avant de parler justement de ta start-up, justement sur les boissons, niveau restaurant, c'était quoi la taille? T'avais combien de couverts par exemple pour ton premier? On imagine un petit peu qu'est-ce que t'as produit justement comme nourriture? C'était quoi un petit peu le concept? Écoute, le premier restaurant, donc on l'a ouvert en 2018, le jour de mon anniversaire. Donc on avait fait un slow opening, c'est comme ça qu'on appelle dans le langage un peu Horeca. Donc un mois avant l'ouverture, on avait commencé un peu à inviter les amis, les familles, etc. pour avoir vraiment des feedbacks hyper complets, hyper honnêtes. Et moi, c'était en fait mon travail de fin d'études. Donc j'ai fait les FEC en marketing, parce que je voulais, alors sans dénigrer les FEC bien entendu, mais une école où je ne dois pas vraiment faire un blocus hardcore, comme tout le monde m'expliquait, tous mes potes à l'univ. J'ai pris pas mal de retard en humanité, j'ai raté une année, puis après j'ai voyagé pendant un an, j'ai essayé la philo à Maastricht. C'est pas mal, mais ça ne matchait pas trop avec mon état d'esprit. Premier jour où je suis arrivé, c'est des petites tables en fait, de discussion. On est entre 8 et 10. Et c'est pas vraiment un prof, mais c'est plus un tuteur qui est là, qui va balancer des sujets de conversation. On a une guideline, hein. Par exemple, ça va être les philosophes grecs antiques, par exemple. Et donc après, on va commencer à les étudier un par un. Et il nous avait dit, je crois, une semaine après la rentrée, les gars, c'est parfait ici si vous voulez être directeur de musée ou si vous voulez être journaliste de guerre, vous avez trouvé le bon endroit. Et moi, j'ai envie de partir en vacances 4 fois par an, qu'est-ce que tu me parles? Donc, c'était cool, ça a duré 6 mois, puis j'ai été bosser en Horeca, etc. Donc soit pour revenir un peu à la partie restaurant, je rentre en 3e année en 2018 et on avait 6 mois de stage à faire. Et donc la personne qui allait devenir mon associé, avec qui j'étais déjà en contact pour éventuellement ouvrir un établissement, m'a proposé de faire le stage dans sa boîte, mais 100% du temps a été consacré à l'ouverture du restaurant. Et donc on a pu ouvrir le 2e semestre de 2018. C'était un restaurant, on avait 60 couverts environ. Et j'ai fait donc une énorme étude de marché sur un peu les nouvelles tendances. On a été à Londres, on avait été à Paris, pour un peu ce qui se faisait à Amsterdam. Et j'avais eu l'occasion moi de bosser 3 ans auparavant en Nouvelle-Zélande pendant mon année sabbatique dans un restaurant de partage de nourriture fusion d'Asie du Sud-Est. C'était incroyable, meilleure nourriture que j'ai jamais goûtée de ma vie. Et donc c'est un peu cette idée qu'on a eu, un peu de... Alors c'est pas du tout de révolutionnaire, rien à voir, mais c'était un peu de changer la séquence de service. La classique en fait qu'on a quand tu vas au resto, d'habitude c'est ta rentrée, plat, dessert... et moi j'avais toujours cette frustration. J'allais au resto avec mes parents, c'est drôle, c'est très féminin je crois ça, mais ma mère voulait toujours goûter mes plats. Je disais mais non, mais t'avais qu'à prendre la même chose. Et maintenant c'est ma copine qui fait exactement la même chose, donc il veut toujours goûter mes plats. Et donc on va dire pour un peu mettre tout le monde sur le même niveau, ce qu'on faisait, c'est on s'est dit
On va remodifier un peu les séquences de service pour proposer des plats à partager, donc des portions un peu plus petites. Donc, alors, c'est pas des tapas. J'adore les tapas, mais je trouve que c'est une connotation un peu plus négative que partage de plats. Donc, voilà, on servait des plats entre 9 et 15 euros. Et les plats arrivaient au fur et à mesure dès que c'était prêt en cuisine. Donc, en fait, pendant une demi-heure, tu avais toujours des plats qui arrivaient petit à petit. Donc, et c'est beaucoup plus convivial. Ouais, complètement. Ouais, donc on a fait ça en 2018 et on s'est pas trompé parce que maintenant, il y a presque que ça. Donc, ça a bien marché au début. Enfin, ça a bien marché tout court. On s'est rendu compte que c'était plus un concept du soir, donc c'est vrai qu'on bossait énormément. C'était compliqué d'avoir du staff en mi-temps, mais qui veut bosser que le soir. C'est un métier quand même qui demande beaucoup d'exigences, mais qui est très passionnant, mais qui combine beaucoup de vices aussi derrière, parce que quand tu es ouvert que le soir, tu finis relativement tard. Puis il y a une adrénaline que tu as dans l'Horeca que tu retrouves pas ailleurs. Qui fait que t'as pas envie d'aller te coucher tout de suite, donc tu vas boire des verres, tu sors, etc. Tu rencontres un tas de gens incroyables, mais aussi un tas de problèmes potentiels. Donc voilà, donc après on s'est un peu senti pousser des ailes après un an, parce que on s'est retrouvé avec quand même beaucoup d'argent sur le compte, alors que tout était payé. En fait, en gros, on s'est retrouvé, on avait fait un prêt à la banque pour acheter le fonds de commerce, et on s'est retrouvé avec l'équivalent du prix du fonds de commerce après un an sur le compte en banque. Donc on était là, ok, trop bien. Enfin, moi j'avais 23 ans, j'avais un associé qui lui avait plus un côté un peu plus financier, moi j'étais plus dans l'opérationnel. Donc au lieu d'investir dans de l'immobilier comme j'aurais sûrement fait à l'heure actuelle, ou trouver quelque chose qui demande un peu moins d'énergie, on s'est dit, tu sais quoi mec, on va ouvrir un deuxième resto, ça va être incroyable, ça marchait de la même manière, et on va l'ouvrir à 300 mètres. Et donc on a racheté un fonds de commerce plus cher au niveau du quartier du Châtelain, qui a pas marché comme on le voulait au début. On s'est pris des avis négatifs dans tous les sens. Je me rappelle, je me levais le matin et je recevais de certains copains et copines qui suivaient des influenceurs des captures d'écran en disant on a été dans ce resto hier, c'était mauvais et tout. Donc quand tu reçois ça dans les premiers mois d'ouverture, t'es là, ça va faire mal. Et parce qu'on a fait c'est même pas un pari en fait, c'est un manque d'expérience. On a essayé de prendre un chef qui allait pas nous coûter spécialement trop cher. En moyenne, en tout cas, c'était les prix vers 2019. Un chef, normalement, t'es autour des 2003, 2006 net, plus ou moins. Alors, je parle pas pour un resto gastro, je parle pas pour un bistronomie, quoi que ce soit. Je parle vraiment pour notre type de resto. Donc, bien sûr, tu prends une grosse brasserie qui va faire 300 couverts par service. Le chef, il va pas demander 2006. Mais pour notre taille de resto, on était à 60 couverts gros max. C'était le maximum qu'on pouvait fournir. Et je crois qu'on le payait 1009. Enfin, d'un commun accord, hein, bien sûr. Et on savait pourquoi il avait demandé que 1009, quoi. Donc ça a été très dur quand tu as une ouverture un peu compliquée de redresser la barre. On a réussi. Puis après, il y a eu le Covid. Et après, ça, comme je disais, ça a un peu rabattu les cartes pour tout le monde, quoi. Ok, Covid, vous avez fermé pendant longtemps ou... On a eu le premier confinement, je pense que c'était mars 2020. Là, on a été obligé de fermer pendant 3 mois. Je crois que c'est 3 mois. Puis c'était pas clair parce qu'on fermait, puis on rouvrait, puis on fermait. Donc même nous, on savait pas trop. Le staff restait sur le payroll, donc il n'y avait pas de licenciement quoi que ce soit. Mais c'est juste que forcément, t'as pas envie de recruter du staff. Donc on est beaucoup plus passé par les étudiants. Tu demandes un peu plus aux étudiants. Le problème, c'est que si jamais il doit partir une semaine parce qu'il a envie de partir en vacances, t'as pas le même de pouvoir de négociation qu'avec un employé, quoi. Puis après 2021, on avait vraiment plus la même vision avec mon associé. Lui, il voulait rester plus dans l'Horeca. Il voulait... En fait, c'est plus moi qui avait vraiment cette envie de... J'avais besoin de plus de liberté. J'avais l'impression que je me perdais un peu de mon côté entrepreneur, entre guillemets, où moi j'ai besoin de liberté énorme, j'ai besoin de voyage, j'ai besoin de découvrir. Et un restaurant, c'est un peu une prison dorée, t'es obligé de rester là. Quand j'arrivais à 9h30, je rentrais même pas chez moi le midi, donc tu rentres à 2h du mat. Donc si tu veux avoir juste une vie de couple, une vie avec des... Enfin, je voyais plus mes potes et tout. Si je voulais voir mes potes, il fallait qu'ils viennent au resto. Donc c'était pas... J'avais fait le tour, ça faisait 10 ans que je faisais ça. J'ai tenu les restos 3 ans, je crois, les deux. Et j'avais bossé en étudiant depuis mes 16 ans. Donc c'est bon, là, j'ai fait le tour, j'ai envie d'un nouveau challenge. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de vendre. Et les restos ont continué à rester ouverts. C'est quelqu'un d'autre qui a acheté mes parts. Ils ont rendu il y a 6 mois. Et maintenant, c'est 2 autres restos qui marchent bien. Donc voilà, bonne expérience. Ouais, qu'est-ce que t'as fait juste après, justement, avoir vendu tes restaurants? Dubaï, Champagne, tout ça, hein, tu connais, hein? Non, pas du tout. J'ai vendu mes restaurants, j'avais, je crois, 27 ans, un peu moins. J'ai vendu en 2021, donc j'avais 26-27. Et c'est vrai que j'ai reçu une somme, pas mirobolante, mais assez sympa. Je me rendais compte, mais à aucun moment on m'a dit ce que je devais faire. Il n'y a pas cette éducation financière ici. Tu vois. Déjà, je pense moins qu'en France, mais il y a quand même un peu un tabou avec l'argent. Que moi, j'ai pas ce tabou. Je me suis rendu compte avec certaines années qu'en fait, il y a certaines personnes qui l'avaient vraiment.
Moi, j'ai aucun souci à te parler d'argent, à parler d'investissement, etc. Mais il y en a pour qui c'est vraiment un problème. Je voulais pas juste le laisser sur un compte. Donc, c'est assez bien tombé. C'est mon associé à l'heure actuelle qui m'a donné un coup de fil vraiment 2 semaines après avoir. En fait, c'était assez drôle parce qu'il m'appelle jamais. On se voyait en soirée, mais jamais. Et donc, je vois son numéro qui m'appelle. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre. C'était encore confinement, etc. Il me dit ouais, j'ai appris que tu avais vendu tes restos. Voilà, moi, j'ai ce projet que j'ai lancé il y a 2 mois. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il était venu me présenter ce projet dans les restos. Et moi, je trouvais ça très cool, mais il n'y avait pas l'utilité. Et donc, en gros, il cherchait quelqu'un qui pouvait éventuellement faire un peu de consultance au début, dans tout ce qui était création de cocktails, parce que c'est vrai que dans les 2 restos qu'on avait, on faisait pas mal de cocktails. C'est-à-dire qu'on avait une bonne réputation pour ça, parce qu'on faisait pas. C'était quand même des trucs très sympas qui plaisaient, mais on n'était pas hyper niche dans le cocktail comme certains bars à cocktails où c'est vraiment spécifique. On faisait nos sirop maison, mais on commençait pas à aller dénicher la petite liqueur qui a été cueillie, tu vois, par des moines au sommet du Tibet. Enfin, tu vois, c'était pas. On avait quand même des alcools assez mainstream, quoi. Donc voilà, il m'a appelé. Donc ça a commencé avec, je crois que j'ai fait du consulting pendant 6 mois où c'était vraiment que du cocktail. On a fait que de la R&D. Et au final, on a fait ça pendant 1 an et demi. On avait au final que ça à faire, d'une certaine manière. Et donc ça nous a permis de sortir vraiment des produits hyper nickel, vraiment qui font pas tourner la boîte, mais qui sont un peu nos cocktails phares, quoi. Ok. Donc voilà pour notre boîte de cocktails à l'heure actuelle. Ok, génial. Et comment s'est passé justement le partenariat avec ce nouveau partenaire, le développement de la marque, les partenariats peut-être avec des boîtes qui vont driver votre projet où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, bon, je ne vais pas rentrer en détail tout expliquer parce que je suis sorti de l'opérationnel, on va dire, depuis environ 4-5 mois pour me focaliser pour la branche, la verticale IMO. Petit clin d'œil à un ami. Donc, on a fait ça, on a fait une première levée de fonds qui s'est très bien passée via des contacts de mon associé. En fait, la spécificité, si tu veux, de notre société, c'est qu'on a une exclusivité sur l'Union européenne, sur un outil qui nous permet de sortir du cocktail au fût. Et donc, on a l'exclusivité sur les 27 pays de l'Union européenne, Israël plus l'Afrique. Donc, on a dû bien négocier. Ça a été assez challengeant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait par le passé. Surtout quand tu as 27-28 ans. C'est mon associé qui s'en est occupé. Il a fait ça très bien. Investisseur qui est rentré au capital. Et voilà. Lui, vu que c'est lui le CEO de la boîte, s'il faut des détails un peu plus spécifiques, je pense que ce serait intéressant de l'inviter parce que lui, il pourra partir dans tous les sens et tout vous expliquer, à mon avis. Mais c'est clair qu'il y a certains détails à l'heure actuelle où je préfère juste pas trop rentrer dedans, étant donné que il y a certaines négociations qui sont toujours en cours. Donc, Ouais, bien sûr. donc voilà. Ok, nickel. Donc ça, c'est ton côté entrepreneur. Et maintenant, comme tu l'as dit, tu pars également du côté de l'investissement. Donc d'abord, c'est quel marché, quel secteur? Je pense vraiment que l'investissement, il n'y a pas de chemin tracé ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense, si je dois vraiment, une fois de plus, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne m'estime pas du tout être un investisseur ou être un entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai un besoin de liberté, et le besoin de liberté à l'heure actuelle, je le trouve par l'entrepreneuriat. Une des choses vraiment qui m'a énormément aidé en quelque sorte, c'est que j'ai été habitué à l'échec très jeune, dans le sens où j'ai souvent eu des refus. Je parle pas dans les relations ou quoi que ce soit. D'un point de vue, tu veux organiser une soirée, il y a 50 000 problèmes auxquels tu vas faire face. Ouais. Tu veux faire de l'IMO, il y a 50 000 problèmes auxquels tu vas faire face. Mais on va jamais t'expliquer, que ce soit à l'école, que ce soit dans des formations ou quoi que ce soit, la normalisation de l'échec. Ouais. Voilà, c'est un truc, c'est tout à fait normal. Et je suis assez content d'une certaine manière. À l'école, je n'étais pas un élève incroyable. Je me suis retrouvé dans des écoles très élitistes au tout début, quand j'avais 13-14 ans, où j'ai raté là-bas. Je me sentais vraiment débile. Enfin, j'ai pas l'impression d'être débile, mais en tout cas, je me sentais vraiment débile parce que je n'étais pas du tout mis en valeur. Et surtout, vu que c'était très élitiste, on mettait vraiment l'accent sur la réussite. Pour être intelligent, il faut réussir. C'est le seul modèle qui existe, etc. Donc, c'est vraiment avec du recul. Quand tu grandis un peu, j'ai changé d'école, j'étais dans des endroits où je me suis beaucoup plus épanoui. Donc, je me suis rendu compte, mais l'échec, ça fait partie, en fait. C'est tout à fait normal. Et je trouve ça hyper frustrant qu'il y ait vraiment 2 aspects de l'entrepreneuriat qui sont très importants pour moi, c'est la gestion financière et la normalisation de l'échec, mais à aucun moment on en parle. Donc c'est vrai que ça, voilà, petite parenthèse, on va dire, qui est relativement importante pour moi. Et ensuite, pour les investissements suivants, on va dire, ça a été l'immobilier qui s'est passé, mais une fois de plus, il n'y a pas eu de chemin spécifique. Je rencontre ma copine il y a 6-7 ans, on se met ensemble il y a 4 ans, et on part en week-end avec un couple d'amis qui, lui, fait déjà de l'immobilier. Vous connaissez très bien, qui s'appelle Gauthier. Et là, je regardais pour acheter avec ma copine sur Hugues notre premier appartement, parce que j'avais toujours un peu d'argent. C'était même pas investir, en fait. Je pensais qu'en fait, acheter ma résidence principale, c'était investir. Mais à aucun moment, on t'explique. Nous, on a un modèle qui nous a un peu enseigné par nos parents.
tu seras employé, tu auras ton break à 30 ans, tes 2-3 gosses, ta maison principale que tu auras fini de rembourser à 55 ans et peut-être qu'à 60 ans, si tu t'es pas fait licencier, tu pourras un peu profiter de la vie. Moi, je trouvais ça hyper frustrant de me dire mais je dois attendre 60 ans pour profiter. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de m'amuser, que j'ai envie de voyager, partager des moments avec mes amis, quoi. Donc voilà, on va en week-end à Rotterdam et c'est vrai qu'on avait donc 2h30 de route. On explique, on va dire, sur les 2 heures de route, notre envie d'acheter notre résidence principale, un appartement à 350, même pas un truc incroyable, mais voilà. Gauthier nous challenge un peu, il me dit mais Louis, je commence un peu à connaître ton profil, maintenant ça fait au moins 6 mois, 1 an qu'on se connaît, est-ce que tu n'essaierais pas un peu d'étudier l'immobilier différemment? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'acheter un bien d'investissement au lieu de ta résidence principale? Je t'explique pourquoi. Donc ça, c'était pendant les 2 heures de route à l'aller. Et sur le chemin du retour, il m'explique un peu, lui, sa manière d'investissement, etc. Après les 2 heures de route, on va vite chez eux boire un petit verre. Là, il me donne 3 numéros d'agents immobiliers. Il me dit, écoute, appelle-les, regarde, dis que tu viens de ma part, etc. Je les ai appelés le lundi. Le vendredi, je visitais, j'avais une offre contre-signée. Mais parce que, une fois de plus, si c'est bien expliqué, si on t'explique un peu les tenants aboutissants, éventuellement ce que tu sais faire derrière, hyper intéressant. Et il y a aussi dans l'immobilier énormément de facettes de l'immobilier qu'on ne nous explique pas. Ton agent immobilier, c'est pas trop son but. J'ai fait maintenant des formations. Chaque année, je me forme. Je vais à beaucoup de séminaires, beaucoup de formations. J'écoute énormément aussi beaucoup de podcasts. Je trouve que maintenant, il y a des podcasts très qualitatifs sur l'immobilier qui te permettent en fait d'assouvir une certaine liberté et de te construire une certaine liberté. Je pense vraiment que si tu fais bien les choses dans l'immobilier, tu peux être indépendant financièrement entre 6 et 8 ans, sans problème. Et sans partir avec un capital incroyable. Voilà. Moi, j'ai commencé, et une fois de plus, parce que je dis, j'ai aucun problème à parler de chiffres, j'avais moins de 20 000 euros. Alors, c'est vrai que c'est une somme. Je suis tout à fait d'accord, 20 000 euros, c'est une somme. J'avais moins de 20 000 euros à investir dans l'immobilier. Maintenant, on a un certain nombre d'unités. On n'est pas libre financièrement, mais on y travaille. Et je pense vraiment qu'à mes 35 ans, j'en ai 30 à l'heure actuelle, je pense vraiment qu'à mes 35 ans, j'aurai la possibilité, à mon avis, de me dire, voilà, ça c'est mon objectif. Moi, je veux être libre financièrement à 35 ans. Ça ne veut pas dire avoir 15 000 euros de salaire tous les mois, bien sûr que non. Ça veut juste pouvoir décider. Voilà, c'est toujours ce que je dis à ma copine, et on en discute tout le temps. C'est le mois de février, c'est le mois le plus cafard en Belgique. C'est quoi, là, on part un mois ailleurs. En fait, on n'a pas cette obligation de rester. J'ai pas un patron qui va me casser les couilles et qui va me dire non, mais que tu peux pas prendre un mois même sans solde. Voilà, c'est cette liberté vers laquelle j'aspire, quoi. Ouais. Ok. En fait, quand tu le disais tout à l'heure, l'école ne forme pas à ça. C'est quelque part logique parce que sinon, il n'y aurait que des entrepreneurs et il faut quelque part former des bons fonctionnaires. Je suis désolé, c'est pas péjoratif par rapport à des fonctionnaires, mais aujourd'hui, l'école ne te donne pas les armes qu'il te faut pour te driver vers l'entrepreneuriat. Comme tu l'as fait, par exemple, pour ton premier investissement. Moi, je dis toujours, le premier investissement, c'est votre pied à l'étrier dans l'immobilier pour développer le reste. Et donc, si vous allez chercher un bien où vous vous bloquez financièrement à 350 000 comme le tien, celui que tu voulais acheter, vous allez vous retrouver dans une situation où le deuxième, pour le financer, vous allez devoir apporter des fonds propres. Et donc les fonds propres, il faut les avoir. Soit si vous avez les fonds et que vous avez un bon salaire à 10 000 balles tous les mois, vous les aurez. Mais par contre, le travailleur lambda qui a un salaire moyen de 2000, 2002, il aura du mal à avoir des sous sur le côté pour basculer sur autre chose. Ouais, clairement. Je réagis juste à ce que je te dis. C'est vrai que je pense vraiment qu'il faut vraiment de tout. C'est très bien qu'on ait des fonctionnaires. Je pense pas qu'on soit tous faits pour être entrepreneurs. Et une fois de plus, au final, je me considère vraiment pas comme entrepreneur. Hein. Vraiment, je veux vraiment que les gens comprennent que je suis quelqu'un de très humble. En fait, il faudrait voir la définition même de l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde a la sienne. Ouais. Et à partir du moment où tu entreprends un projet, peu importe lequel, est-ce que tu es considéré comme entrepreneur ou alors est-ce que tu dois attendre des résultats financiers pour avoir cette approbation? Enfin, ça dépend. Je pense vraiment que c'est je pense vraiment que c'est un mindset. Il n'y a pas 10 expériences qui font ah voilà, maintenant c'est bon mec, je suis entrepreneur, j'ai fait 10 sociétés, je les ai vendues 10 fois. Parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui au final ne devraient pas l'être et qui devraient. Ils sont très forts par exemple en finance, mais mec, tu devrais être trésorier dans une multinationale, ça doit être très bien parce que ça les bouffe, quoi. Je pense. En fait, moi j'ai plein de gens autour de moi, je sais que par exemple mon père, pour prendre cet exemple, il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma famille. Enfin, si le grand-père mon arrière-grand-père côté paternel l'était, mais il y a eu un rapport à l'argent via un décès très jeune, donc il a dû reprendre des activités qui marchaient très bien, beaucoup de pression, il ne savait pas comment gérer cet argent, il a transmis ce stress à mon père. Moi, je ne sais pas comment c'est, mon père ne m'a pas du tout transmis ce stress, mais je sais que par exemple mon père ne pourrait pas l'être. Impossible. Parce qu'il y a une éducation financière différente. Mon père a grandi en Angleterre, alors que l'Angleterre, il y a quand même un côté très entrepreneurial à tout niveau, il y a une ouverture d'esprit quand même on va dire l'ouverture d'esprit anglo-saxonne est toujours plus mise en avant que tu vois
la belge ou la française. Donc je pense que heureusement en fait qu'il y a plein de profils. Il y a certaines personnes en fait qui sont faites plus pour régler des problèmes que d'autres. Tu vois, moi j'ai eu, voilà, par exemple, il y a un de mes locataires qui m'a envoyé une vidéo dimanche dernier. J'allais à un anniversaire, le filleul de ma copine. J'ai investi tout à Liège, c'était sur Liège. Il m'envoie une vidéo, il y a 1 mètre d'eau dans la cave, tu vois. Et donc je suis bon, ok, ouais. Si tu voulais prendre un bain, fallait me le dire, ma biche. Et donc je suis là, bon, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Donc je me dis juste, bon, ben quoi, et il m'envoie une vidéo avec 3 camions de pompiers, et je suis là, bon. Et c'est un bâtiment dans lequel il y a eu un incendie il y a 2 ans, tu vois, enfin le bâtiment à côté. Donc je suis là, bon, ok. Mais au final, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas, ça change rien si je vais aller sur place, non. Donc écoute, je reste juste en contact, j'ai envoyé 2 messages, d'accord, ok, la fuite vient d'à côté, c'est bon, ils sont en train de vider, voilà, on paye des assurances, on paye, j'ai pas de raison de stresser. Le stress m'empêche pas de dormir. Je peux avoir 20 problèmes, ça va pas enfin, tu vois, ça va pas changer ma vie en quelque sorte. Je vais pas me faire un ulcère à cause de ça. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus enclins à pouvoir assumer un certain type de problème, d'autres un peu moins. Et c'est aussi, on va dire, voilà, une petite pierre en plus à l'édifice qui va donner un peu l'entrepreneur au final qu'on aimerait être tous les jours, quoi. Et donc, tu as acheté ton habitation principale. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai pas acheté mon habitation principale. Ah oui, c'était mis en location. Ouais, donc c'est un bien. Donc de base, hein, bien sûr, c'était mon idée, c'était de déménager à Liège, bien entendu. Au final, on a décidé. Pur hasard, oui, pur hasard. Au final, on a décidé de rester dans notre habitation de location sur Bruxelles. Donc voilà, on avait quand même un prêt qui courait, donc on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, on va peut-être mettre des étudiants, ça pourrait être intéressant. Donc on a mis 3 étudiants. Dans une première colocation, ça se passait très bien sur Liège et on s'est rendu compte tous les mois qu'on gagnait de l'argent. Donc on remboursait notre crédit et en plus ça on gagnait de l'argent. Donc on trouvait ça quand même incroyable, c'est que tous les mois la maison nous appartenait de plus en plus et qu'en plus de ça tous les mois on avait sur notre compte commun toujours un peu plus d'argent. Donc bon, bah, c'est incroyable, donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en vacances. Et en plus c'est vrai, que tu me dises autre chose, mais... Alors, on est vraiment parti en vacances 1 semaine en Grèce, c'était très bien. Bien sûr, sans passer par Mykonos. Hein. Et après, donc en fait, non, on a continué. Là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc incroyable. On m'avait toujours parlé de Liège, de Charleroi, de Mons, mais enfin, j'avais aucune raison d'aller à Liège. J'ai grandi dans le Brabant wallon, ça fait 10 ans que j'habite sur Bruxelles. Donc je me dis, mais pourquoi je vais aller à Liège? Si, je passais par Liège pour aller à Maastricht quand je suis à l'UNIF, mais c'est tout, quoi. Et donc, au final, on a notre premier de loyer. Je crois qu'on signe les actes le 27 septembre 2022. 1er octobre, les 3 étudiants emménagent. Et 2 semaines après, je signe une autre offre pour un immeuble de 2 apparts. 2 semaines après? Ouais, 2 semaines après, ouais. 2 semaines après avoir su les premiers loyers, avec exactement la même agence qui m'avait fait signer la première maison, avec qui maintenant j'ai un très bon contact. Je pense que c'est vraiment devenu quelqu'un que j'apprécie énormément. On a continué comme ça, donc après on a signé, je crois, 6 mois plus tard. C'était une colocation et un appartement au rez-de-chaussée qui s'est très bien loué. Et en plus de ça, on a réussi, et ça aussi c'est un truc qu'on t'explique pas dans l'immobilier. Moi, je suis pas passé par un banquier, je suis passé par un courtier parce que j'ai un profil assez spécifique. J'ai toujours été indépendant, donc je me paye pas un salaire incroyable. Donc, il a fallu mettre d'autres garanties, etc. Et c'est plus le courtier, en tout cas, de notre côté, qui s'est un peu battu pour nos dossiers. Après, on a attendu quand même 3-4 mois. Non, 6 mois, pardon. On a fait revaloriser la première maison. On avait fait 2-3 travaux dedans. On l'avait acheté 135 000 € et on l'a fait expertiser 180 000 € 6 mois plus tard. Parce qu'on avait amélioré l'isolation. Mais c'est des travaux, ça peut faire peur, tu vois, d'isoler une toiture, etc. Mais si tu as un minimum, un peu un côté technique, c'est pas quelque chose qui fait peur, enfin tu vois, qui est difficile à entreprendre, tu vois. Ça peut faire peur dès qu'on voit un peu des grosses œuvres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça, une fois de plus, sans dénigrer toutes les personnes qui isolent des toitures. Et donc ça nous a permis de dégager en fait une différence entre ce qu'il fallait qu'on rembourse à la banque et ce que notre maison valait. Ça, il faut savoir que tu peux pondérer à 80%, utiliser cet apport en briques pour aller acheter un autre bâtiment. C'est ce qu'on a fait. Et donc ça nous a permis, ensuite on a enchaîné, on a acheté un autre appartement et on a après enchaîné, on a acheté un autre immeuble. Donc voilà, là on a l'équivalent de 8 unités qui en bourse, qui demandent un peu de gestion, mais pas 10 heures par semaine, quoi. Mais là ça montre par exemple pour ceux qui souhaitent investir, ne fût-ce que dans les premiers, ça donne quelques indicateurs de peut-être réfléchir avant de partir sur une résidence principale, de peut-être louer ton premier bien pour pouvoir justement acheter un bien que tu vas mettre en location et alors tu auras justement cet effet de levier pour dupliquer.
Et également pour ceux qui ont peu d'apports, toi tu l'as dit. Bon, alors évidemment, les temps changent, hein, c'était il y a quelques années, donc évidemment les prix augmentent. Mais ça donne déjà un indicateur. Tu as mis 20 000 €, tu as pu acheter une maison à 135. Ouais. À l'époque, peut-être que maintenant ce serait un peu plus cher selon la localisation. Mais... Tu trouves des maisons, toujours, ça qui est incroyable. Et vraiment, dès que j'ai des dîners, bon, j'ai certains amis pas qui veulent que j'arrête, mais qui me disent, ouais, là, tu parles beaucoup d'IMO. Mais c'est un truc qui me drive énormément. Et on a toujours un peu, alors pas mystifié l'immobilier ou quoi que ce soit, mais il y a énormément de freins à l'immobilier en disant que c'était un peu compliqué, etc. Une fois de plus, parce qu'on a cette éducation via nos parents où tu vas acheter ta résidence principale. Maintenant, tu vas acheter ta résidence principale, tu vas acheter une maison. Là, justement, l'Éco a sorti le prix des mètres carrés. Pour une maison en appartement, en Brabant-Wallon, tu es environ à 3 500 € du mètre carré. Donc, bien sûr, si tu veux une maison relativement grande avec un jardin, etc., mais ça va te coûter 350, 400, 450 000 €. Donc, si tu veux les sortir, mais il faut au moins que tu aies 100 000 balles sur un compte, quoi. Donc, tu vois, donc, je pense qu'on a voulu toujours compliquer l'immobilier alors qu'il y a juste, il y a juste des barrières en fait, qui nous empêchent de voir à quel point c'est hyper accessible. C'est vrai que moi je conseille à tout le monde, achète pas ta résidence principale, mais ça dépend par contre de ton profil d'investisseur. Il y a certaines personnes qui sont pas du tout investisseuses, qui veulent juste avoir leur maison, pas de problème. Je pose du lundi au vendredi, le vendredi à 18h, je sais qu'on me fait pas chier en fait. Mais ça dépend, une fois de plus, ça revient à ce que je disais par rapport au fait de pouvoir assumer des problèmes. Moi je sais qu'on m'appelle un dimanche à 15h, ben, ça va pas gâcher ma journée, ça va pas me poser de problème. Mais il y en a certains pour qui, non, le week-end, c'est sacré. J'ai 1 mois de vacances par an, c'est sacré. Je suis hyper content que vous vous connaissiez et que c'est votre manière de fonctionner. Moi, ma manière de fonctionner est différente. Moi, je préfère justement bosser beaucoup plus jusqu'à mes 35 ans et en fait après avoir une certaine liberté parce que j'ai un peu plus compressé mes week-ends, j'ai un peu plus compressé mes vacances ou alors j'ai changé ma manière de travailler. Je sais que je peux travailler depuis l'étranger parce que pour faire des suivis de chantier, une fois que tout est mis en place, normalement tu sais, si tu as confiance en certains entrepreneurs, certains acteurs du métier, tu peux aller à l'étranger, suivre ça, avoir un call avec eux. Maintenant avec les nouvelles technologies, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc voilà, je pense il faut vraiment connaître son profil avant toute chose. Tu peux acheter ta résidence principale si jamais c'est ce que tu veux, que tu as bien été conseillé, mais renseigne-toi avant, vraiment. Par contre, si tu veux faire un minimum d'argent ou avoir une certaine liberté, peut-être te dire, voilà, à 50 ans, en fait, j'ai 3-4 biens, j'ai 2 gosses, je vais mettre 2 de mes biens au nom de mes enfants, comme ça, je leur assure aussi une certaine sécurité. Il y a aussi cette possibilité. Donc, je veux dire, tu peux très facilement dégager énormément de temps, dégager un minimum d'argent en faisant de l'immobilier. J'espère vraiment que les gens pourront comprendre ça. Il y a tellement de podcasts maintenant, il y a tellement de choses bien faites. Il y a plein de séminaires où tu ne payes même pas 10 € et tu as accès en tant que primo-acquérant sur comment acheter mon premier bien d'investissement rentable, etc. Il y en a plein. Il y en a certains, je ne sais pas citer de nom, mais qui ne m'inspirent pas spécialement confiance. Mais moi, pour avoir fait par exemple Imo Academy, qui est la formation que Gauthier et Laurent ont fait, c'est quand même c'est un mini-budget, c'est quand même un petit budget pour la faire, mais tu es suivi en présentiel. Tu as entre 10 et 12 ans, d'ailleurs vous l'avez tous fait tous les deux, donc vous connaissez. Mais au moins, tu as du matériel. Si tu as la moindre question, on t'explique pas à pas. Tu fais pas d'erreur, tu n'es pas lancé dans la cage au lion, devoir te battre avec un notaire que tu connais pas, un agent immobilier que tu connais pas. Il y a un autre facteur également, c'est les réseaux. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Si tu veux persévérer dans l'immobilier, tu dois avoir un réseau qui est présent parce que tu passes à côté de plein d'affaires qui se font. Je vais te donner un exemple. Collègue d'Imo Academy qui n'a pas eu son crédit, tu vas analyser le dossier, tu vas regarder si tu sais pas trop le reprendre. Comme ça, des affaires qui ont été négociées par d'autres personnes que tu pourrais reprendre en cours de route. Et ça va te permettre de bypasser toute la partie recherche, crédit et tout ce qui s'ensuit et simplement passer chez le notaire et signer. Et donc je pense que le réseau est vraiment essentiel quand on veut persévérer dans l'immobilier parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas simplement être sur ImoWeb et scruter tes annonces et aller visiter. Et je pense qu'il y a une part de réseau qui est important, connaître ton agent immobilier, avoir une sorte de relation avec ton agent immobilier pour avoir souvent des biens qui sortent du lot, qui ne passent pas forcément sur le marché public, mais plutôt du off-market. Mmh. Et pour avoir ce genre de ouais. relation privilégiée, il n'y a pas le choix, il faut Je pense un réseau. tu as un besoin énorme de soft skills mais pour tout au final. Hein. Quand tu es restaurateur, ça va être ton fournisseur, tu as envie de bien t'entendre avec lui parce que tu as envie qu'il fasse la tournée le plus tôt chez toi, comme ça tu es sûr que tes légumes que tu reçois ils sont hyper frais. C'est la force du réseau, c'est clair que c'est dans tout. Concernant le réseau, tu vas le créer. Enfin, c'est comme tout, tu peux pas vraiment en fait faire les choses à moitié, dire que tu veux faire de l'immobilier, mais tu vas visiter un bien par mois et tu crées aucune relation avec personne.
Et puis l'opportunité ne va pas se présenter si tu Non. n'y mets pas du tien. Donc. Non, maintenant, moi, je crois que je visite au moins 3 fois par semaine à Liège, sachant que j'habite sur Bruxelles. Donc, au final, c'est 1 heure et quart de route, aller-retour, donc on va dire 2h30 par jour. Mais c'est pas une tare de le faire. Tu construis un réseau et maintenant j'ai accès à certains biens off-market très intéressants auxquels je sais. Mais voilà, ça fait 2 ans et demi que je fais ça et ça fait peut-être 6 mois que j'ai accès à des trucs très intéressants. Mes 2 derniers biens, je les ai achetés en off-market et un en société aussi parce que j'ai acheté un premier bien en société aussi. Une fois de plus, j'ai aucun problème à part les chiffres. J'ai acheté un bien en société 48 000 euros. C'est quand même. T'as pas ça dans Bamberland, t'as pas ça sur Bruxelles. Je pense que t'as ça du côté de Charleroi, t'as ça du côté de Liège. Même si tu fais ça en privé, Tu sais pas te tromper. tu sais pas te tromper, tu vois. Il y a beaucoup de travaux à faire, ça fait peut-être un peu peur. Le bien a été déclaré insalubre, donc bien sûr, il y a eu des petites étapes derrière à faire, mais au final, tu peux vraiment pas te tromper. Même si tu détruis la maison et que tu as juste un terrain derrière, il vaudra quand même plus que 48 000 euros. Quoi. Donc voilà, mais oui, pour revenir, c'est vraiment la force du réseau à tout niveau, mais ça va être le cas dans n'importe quel secteur. Voilà, n'importe quel secteur. Il faut que et c'est des soft skills à développer. C'est clair, des fois, il faut un peu sortir de sa zone de confort, faut un peu se former pour être sûr de pas. Faut lire des livres. Maintenant, il y a tellement de livres hyper intéressants. T'as même ChatGPT, t'as toutes les IA aussi qui t'aident à. Ouais, ça, et ça, je conseille aussi ChatGPT. Nous, on paye 22 euros par mois, je crois. C'est ça la version payante. Plus ou moins 20 euros. Ouais, t'as 20 euros, tu peux créer un avatar au sein de ChatGPT dans lequel, dès que tu as une question, un article sur l'immobilier, tu vas le nourrir. Tu vas vraiment le nourrir. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu as des articles sur l'éco, tu as des articles sur notaire.be, etc. Sur l'immobilier différent, que tu fasses ça en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. Surtout à l'heure actuelle, il y a un peu ce dilemme sur les primes en région bruxelloise, etc. En fait, même en région wallonne. Hein. Et donc, n'importe quel article, tu vas venir nourrir ton avatar ChatGPT et lui va s'informer tout seul parce qu'il a compris la direction vers laquelle tu voulais le mener. Et ensuite, tu as juste à lui poser des questions et le challenger. Et lui, il saura te répondre de manière correcte sur tout ce qui se passe sur l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que au final, tu crées toi-même un peu ton propre coach. Quoi. Ton propre coach. Quoi. Voilà, exactement. Toi, c'est normal, on ne peut pas retenir. On est challengé par tellement d'informations à l'heure actuelle. Donc, voilà. Crée ton avatar, ça va te donner 20 euros par mois et tu auras accès à un nombre d'informations incroyables. Enfin, voilà, petits tips. Ça, je conseille à n'importe qui de le faire. Si jamais vous avez un peu peur, tu as peur de passer à côté des actualités. Combien de temps je dois rester habité dans ma maison si je veux pas être taxé sur la plus-value? Tu as accès à toutes ces infos. Quoi. Un exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un devis d'un entrepreneur, assez haut quand même. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, je l'ai mis sur ChatGPT. Je lui ai dit, analyse un peu les prix qui sont pratiqués dans le devis que je viens de recevoir et dis-moi si ça tient la route. Et il me fait une analyse en comparaison des prix un peu sur le marché sur base des bases de données qu'il a. Et directement, il te dit, attention, ce poste et ce poste sont surélevés. Il faudrait peut-être le rechallenger. Donc là-dessus, je recontacte l'entrepreneur. Je lui dis, écoute, là, tu me fais au prix 1 mètre carré à 200 balles. Le prix normal est de 100, donc il y a un petit problème. Et justement, il dit, il y a un petit problème dans le fichier de calcul, j'adapte. Et donc, ça peut paraître con, mais il n'y a pas de bête question quand tu le poses à ChatGPT. Donc, tu peux y aller et poser toutes tes questions. De toute façon, il n'y a personne qui l'entendra. Et ceux qui ont parfois peur de demander à un professionnel parce qu'ils ont peur d'avoir le retour en se disant « mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ?» Là, tu peux y aller avec ChatGPT parce que tu vas quand même avoir une réponse qui est quand même fondée sur des bases réelles. Ouais, clairement. Et aussi se former à l'utilisation de ChatGPT. Je recommande vraiment de suivre Martin Pavanello, qui est un Français qui a lancé une newsletter qui s'appelle Mysteria. 27-28 ans, il est tout jeune. J'ai assisté à une de ses conférences à lui à Paris en décembre 2024. Hyper intéressant, il t'explique vraiment comment tu peux l'utiliser au sein de ta société. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est hyper intéressant. Il peut lire tes fichiers Excel, il peut tout challenger. Si jamais tu as un problème avec n'importe quoi, il te le résout. Moi, j'utilise ChatGPT tous les jours. Et ça va remplacer certains métiers. Hein. Tu prêches en converti parce que moi j'utilise des heures et des heures par jour et je le vois comme un assistant. En fait, c'est une multitude de personnes qui travaillent bien sûr. H24. Et par exemple, pour en venir à l'immobilier, c'est vrai que parfois je regarde des annonces dans des secteurs que je connais un peu moins. Je vais lui glisser l'annonce et rien qu'avec quelques questions, déjà, il peut déjà t'aiguiller. Est-ce que le projet de base est intéressant ou pas? Si déjà de base il dit que c'est pas intéressant, ça sert même à rien de commencer à analyser. Par contre, vu que lui connaît les prix au mètre carré et ainsi de suite, les différents devis, ils peuvent déjà un peu plus analyser. Et aussi pour revenir, justement, je pense que c'est intéressant de se former dedans parce que même s'il y a encore de l'évolution,
dans les années à venir, ceux qui s'y mettent maintenant, ça va être encore plus dingue. Donc, Ouais. là, tu auras vraiment tes coachs, que ce soit justement pour l'IMO ou pour d'autres secteurs. Donc, Mais pour tout, je pense même pour la traduction, pour les graphistes, ça va être hyper challengeant, c'est cool. Hein. toute la communication. Ouais, clairement. Rédaction, communication. Ouais. Dans ton premier bien que tu as acheté, lors des travaux, est-ce que la gestion des travaux, c'est quelque chose qui t'a stressé sur son acheminement? Quels sont les entrepreneurs à qui tu as fait appel? Est-ce que c'était compliqué d'avoir un entrepreneur de confiance? Et est-ce que tu as eu des retards sur tes travaux? Parce qu'en général, le premier, c'est toujours un peu le bien sur lequel on a toutes les merdes possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a un jour, dans ton parcours immobilier, une merde qui t'est tombée dessus et tu t'es dit merde, là ça va partir en vrille? Je pense vraiment avoir cette faculté à avoir toujours le verre à moitié plein, et il n'y a jamais rien qui m'a vraiment stressé où là je me suis dit ah putain, là c'est la merde. Alors je sais pas si c'est de la chance ou quoi que ce soit. Comme je t'avais dit, mon deuxième bien par exemple, il y a eu un feu criminel, la maison juste à côté. Donc, il faut savoir que c'est une maison mitoyenne. Donc, les pompiers ils ont cassé toutes les portes chez moi. Ils ont regardé s'il y avait personne. Personne, bien entendu. Et Moi, t'as de nouvelles portes. j'ai des nouvelles portes, voilà. Mais par contre, ça sent le saumon fumé depuis 2 ans, quoi. Non, on a mis des extracteurs, etc. Donc, ça va, c'est bien dissipé. Mais il y a quand même les 6 premiers mois, t'avais une odeur assez insoutenable. Ouais, le feu, l'eau, c'est pire, mais le feu, c'est quand même très problématique. T'as eu une aide par rapport à ça? Dans le sens où est-ce que t'as loué? C'était loué à ce moment-là? Ouais, c'était loué. Donc, comment ça s'est passé? Moi, j'ai contacté En plus, j'étais à l'étranger, etc. Donc, j'étais en France, donc j'étais pas avec un fuseau horaire différent. C'est là où vraiment les choses sont quand même bien faites. Je pense il y a 3 trucs avec lesquels tu dois bien faire. C'est bien t'entendre avec ton comptable. Jusque-là, ça va. Bien t'entendre avec ton courtier et ton assurance. Sauf si ton courtier fait aussi des assurances. Et donc, là, c'était le cas. C'était via la même société. Et ils m'ont vraiment aidé de A à Z. Ça s'est fait, mais hyper facilement. Ils m'ont expliqué un peu les 3 étapes. Donc, tu dois recevoir ton PV des pompiers. Ensuite, eux s'occupent de contacter. Là, le problème venait de la maison voisine, donc l'assurance de la maison voisine. Et ensuite, il faut voir si toi, t'es locataire. Imagine, leurs habits puent la suie. Enfin, il y a de la suie, ça pue la fumée, etc. Mais c'est à eux d'avoir une assurance aussi. Et à ce moment-là, c'est leur assurance qui rentre en jeu pour leurs affaires eux-mêmes. Eux n'en avaient pas, donc ils les ont lavés 10-15 fois et maintenant ça va mieux, quoi. Par contre, pour tout ce qui est remplacement des portes, pour si jamais il y avait eu des dégâts au niveau de la toiture, etc., ils s'occupent vraiment de tout de A à Z. Sinon, concernant la gestion des travaux de mon premier bien, en fait, on a presque tout fait nous-mêmes. Donc, on a eu... Il y a juste là, maintenant, où dans un nouvel achat, je vais faire des travaux, mais ce sera dans 6 mois. J'ai eu l'occasion de tout faire moi-même. Donc, et une fois de plus, j'ai pas de formation spécifique, même si tous les travaux dans les restaurants, je les ai faits avec ma mère qui m'a énormément aidé. Tu vois, carreler, etc. Maintenant, tu as 50 tutos sur YouTube qui t'expliquent comment carreler, mettre du parquet aussi. Le deuxième outil est hyper important. Ouais, exact. Ouais. Mais bientôt, ChatGPT pourra le faire à ta place. Hein. Mais il y a vraiment, tu peux te former sur tout, quoi. Donc, bien sûr, il y a certains, dès que tu touches à une structure, des châssis, etc., il faut que tu fasses appel à un professionnel, bien sûr. Nous, ça a toujours été des travaux qu'on savait faire nous-mêmes. Donc, j'ai pas remplacé de châssis. Par contre, j'ai mis du parquet sans problème. J'ai poncé, j'ai détapissé, j'ai carrelé. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai installé un robinet de douche. Ouais, voilà. Et après, pour les entrepreneurs, j'ai eu affaire à 2-3 entrepreneurs très bien, sans problème. Notamment là, un pas qui me coach, mais qui me drive un peu sur un achat que je fais en société où je rénove aussi tout moi-même. Donc, c'est des week-ends assez chargés. Et donc, je pense que ça devrait être fini d'ici 1 mois. Une maison, on a tout mis à nu. Beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Donc, d'ailleurs, merci encore, les gars. Mais voilà, c'est un peu un projet qui me permettra, à mon avis, d'enchaîner aussi en société, de revendre ou garder, je sais pas encore. Ok. Et justement, on en est, c'est qu'est-ce que tu préfères, garder pour avoir de la plus-value ou avoir du rendement direct? Chacun calcule un peu de manière différente. Je pense que ça dépend de ta stratégie. Tu vois, moi, j'ai une stratégie où en privé, l'avantage qu'on a, la Belgique, c'est le seul pays d'Europe. T'es pas taxé sur les loyers. Bon, bien sûr, il ne faut pas que tu sois requalifié en professionnel de l'immobilier. Tu vois, il faut bien sûr que tu aies une autre activité sur le côté quand même, qui puisse quand même ne pas faire. Tu ne fais pas que de l'IMO à 100%. Et aussi, on n'est pas taxé sur. Bon, maintenant, ça change, mais on n'est pas taxé sur la revente des parts sociales. Donc, si tu crées une société, une start-up avec un truc vraiment chouette, vraiment sympa, tu la revends 3-4 ans plus tard, tu as une petite plus-value et tu fais de l'immobilier en privé, normalement, tu es censé quand même pouvoir avoir des revenus assez confortables. Donc, moi, j'ai une stratégie privée où le but, c'est pas d'enchaîner, d'avoir 25 biens, c'est pas du tout ça.
ça l'idée, c'est d'en avoir 10-15, mais des biens très propres, avec un bon PEB, un truc très sympa, avec du double vitrage de partout PVC, avec vraiment un endroit où moi je me sentirais bien aussi. C'est un peu ça l'idée. Je sais qu'il y a certains un peu plus cow-boys qui achètent pas pour eux-mêmes, mais qui achètent vraiment pour enchaîner, qui veulent 60, 70, 80 biens. C'est très bien, c'est une autre stratégie, mais alors tu as aussi des profils qui vont te les louer, qui seront peut-être un peu moins respectueux d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la stratégie. Et, pour le privé et pour en société, je fais de l'immobilier avec ma propre société où je fais que de l'achat-revente. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Je pense pas que ce soit de garder, à moins, comme je disais, le bien que je rénove, là, je me rends compte que c'est vraiment une pépite à la location. Ça me ramène... mais vu que c'est en société, tu seras taxé aussi indirectement sur tes loyers. Donc je pense que c'est plus intéressant de le revendre. Et une autre société, une verticale, justement, via Curiosity, qui est où on fait que de l'achat-revente et options croisées. Donc options croisées, c'est moi qui m'occupe des projets là-dedans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est via des options d'achat qui sont cessibles avant un certain laps de temps. Tu cèdes ton option d'achat à quelqu'un d'autre et tu vas prendre une com dessus, en fait, TVA. Et donc c'est un moyen, en fait, alors il faut bien sûr s'y connaître, se former. Je me suis quand même bien formé là-dessus. Fais pas ça pour une première opération, même une deuxième, même une troisième. Voilà. Ouais, ou alors soit accompagné par un avocat, soit accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Alors, si je te donne 100 000 euros cash. Sympa. Non, mais cash. Si je te donne 100 000 euros cash, sur quel investissement tu le places et comment tu le répartis? Alors, si j'ai 100 000 euros en cash, ouais, mais c'est quoi ma situation au niveau de la banque? Est-ce que j'ai atteint un plafond de verre? Est-ce que tout, je peux emprunter? Tu peux emprunter. Ouais, ok. Je pense que j'utilise la moitié. Donc, j'utilise 50 000 pour faire de l'achat-revente. J'essaie de voir si je peux trouver quelqu'un qui sait éventuellement me soutenir financièrement pour faire une option croisée. Éventuellement, si jamais on doit mettre un peu de cash pour acheter le bien parce que l'option croisée se passe mal. Avec les autres 50 000, je mets 20 000 en crypto et que du Bitcoin. Alors, j'ai dit que je ne m'y connaissais pas en crypto, mais je m'y connais un peu plus en Bitcoin. Donc, parce que je pense vraiment il y a aussi un autre gars sur qui j'ai vu des conférences qui s'appelle Quentin Chapeau, qui est très balèze en crypto, qui vraiment étudie tous les facteurs financiers derrière, etc. Donc, j'y crois vraiment. Et ensuite, les autres 30 000, j'essaye de trouver une solution pour les investir en privé, mais que dans de l'IMO. IMO. Avec 30 000, tu sais faire quelque chose de très intéressant. Bien sûr, ça dépend. Est-ce que tu es primo-acquérant, tu n'es pas primo-acquérant, tu as un statut... À partir du moment où tu as déjà un bien, la banque va seulement prêter à 80%, donc tu devrais aller mettre les 20% pour arriver aux 100%, ainsi que les frais d'enregistrement. Donc, tu as 15%, on va dire, en plus, des 20% à mettre, donc c'est une certaine somme, mais tu sais déjà faire quelque chose avec ça. Quitte à même faire une association, ou alors, comme on a dit... Mais une fois de plus, voilà, ça dépend de ton profil. Tu vois, juste avec 100 000, est-ce que tu as des leviers parce que tu as la valeur de certains de tes biens? Est-ce que tes parents ont une maison qu'ils ont remboursée qu'on peut mettre en garantie? Tu vois, ça aussi, c'est possible. Ça doit pas être ton bien à toi, ça peut être le bien de tes parents, de ta cousine ou ta grand-mère. Il y en a plein, hein. Me dites pas que toutes les personnes qui nous écoutent, au moins les 15 personnes à qui on fait coucou. Non, je vous dénigre pas, les gars. Mais dans toutes les personnes que tu côtoies ou quoi que ce soit, tu vois, il y en a au moins une qui a un bien qui est libre d'hypothèque ou sur lequel il y a au moins 200-300 000 euros qui tombent, quoi. Vraiment. Tu vois, le bien que ta grand-mère a acheté dans les années 60, non, il vaut 1,5 million. Elle l'a acheté peut-être 40 000 euros. Ouais. Alors, crédit à taux fixe ou à taux variable? Taux fixe. Achat cash ou financement à 100%? Financement 100%. À 100%, on se comprend évidemment, c'est la banque. C'est un crédit le plus court ou le plus long? Ouais, mais plus long, quoi. On parle de 40 ans ou... Tu prends un 10 ans ou 25 ans, par exemple? 25, ça dépend. En privé, société, 25 ans. Achat ou location? Comment ça? Là, dans résidence principale. Ah, location. Immeuble neuf ou ancien? Neuf. Ancien, pardon. Toujours ancien, avec un très mauvais PEB. Salut s'il faut, j'adore. Au plus c'est dégueulasse, mec, au plus on y va. Des travaux, quoi. Achat avec travaux ou sans travaux? Si c'est une pépite qui a été rénovée et que la personne, il y a un décès, il doit vendre à ce moment-là, ça dépend, tu vois. Ça va dépendre du prix, ça dépend de l'endroit. De l'opportunité, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, idéalement, ouais. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Immeuble de rapport, ouais. Mais une fois de plus, est-ce que ça dépend? C'est en société, en privé? Il y a combien de chambres dans chacun des appartes? Est-ce qu'il est en ordre urbanistique ou pas? Investissement court terme ou long terme? Toujours long terme. Investir en ville ou à la campagne? J'adore la ville. J'habiterai toujours à la ville. J'habiterai jamais dans une maison. Mes parents adorent la campagne, mais ce sera toujours la ville, ouais. Achat location ou achat revente? En privé, achat location. En société, achat revente.
Immobilier en Belgique ou à l'étranger? Pour le moment, immobilier en Belgique, et après, on n'est pas fermé. Hein. Investir en privé ou en société? Privé. On peut dire les deux. Hein. Ouais, les deux. Ouais. 60, non, plus 70-30, ouais. 70 privé, 30 société, ouais. Investissement résidentiel ou commercial? Résidentiel. Une fois de plus, commercial, ça dépend où, tu vois. Sur Liège, un commerce sur deux n'est pas loué. Le prix des commerces, les commerces, c'est très compliqué à vendre. Bien sûr, c'est pas la même chose, sur Bruxelles. Et il faut le faire en société, sinon tu es taxé aussi entre 40-50%, c'est énorme, quoi. Investir dans des petites surfaces ou des grandes surfaces? Le prix au mètre carré sera toujours plus élevé sur des petites surfaces. Grande surface, bien sûr, je sais pas, on parle pas de 500 mètres carrés, j'imagine, mais ouais, grande surface, ouais. Investir dans une zone en développement ou une zone déjà stable? Développement, hein, direct, Liège, Serein, les gars, on est là. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Enfin, ça dépend un peu de la structure, tu vois. Si c'est par exemple un immeuble en infraction urbanistique, il faut passer un permis, donc c'est-à-dire que tu dois faire venir un architecte, un géomètre, ensuite les pompiers doivent venir, tu as un devis, mettre un plafond RF, tu as un devis à 15 000 balles, ça défonce ta rentabilité. Ça à prendre en compte, quoi. Une fois de plus, faut connaître. Voilà, ça dépend du projet. Ça dépend du projet, ouais, de l'opportunité, tes connaissances, quoi. Mais un truc qui est en infraction urbanistique, à moins que ce soit vraiment la pépite, avec éventuellement la preuve qu'avant 1994, et encore, des fois, ils chipotent là-dessus, faut qu'il y ait vraiment une amnistie, etc. Tu le mets dans tes clauses, bien sûr, mais moi, je vais pas dessus, quoi. Location saisonnière ou location à long terme? Pour le moment à long terme, mais c'est vrai que ça me chipote pas mal de faire du atypique. Donc j'ai une possibilité éventuellement dans le sud de la France pour faire un truc atypique. Je regarde pas mal de gars sur Instagram qui font des logements atypiques et ça me parle pas mal, quoi. Co-living ou colocation? Colocation. Co-living, alors je sais qu'on a pas mal qui le font, notamment sur Bruxelles. Par contre, il te faut des permis il faut des permis en fait. Alors que la colocation, en dessous de 4, pardon, t'as pas besoin de permis. Co-living, t'es obligé d'avoir besoin d'un permis. Donc, et je crois sur Bruxelles et Wallonie aussi. Hein. Donc, ouais, colocation directe. Colocation ou Airbnb? Ouais, colocation. Là, c'est pas le moment de faire du Airbnb. Hein. Une fois de plus. Et voilà, il y a ça. Les gars, si votre stratégie, premier achat, c'est faire du Airbnb, et en privé en plus. Limite en société, je pense qu'il y a 2-3 trucs à creuser, mais moi j'en ai jamais fait, je m'y connais pas plus que ça, mais les feux sont rouge écarlate, quoi. Airbnb ou location classique? Location classique. Franchement, je préfère gagner un peu moins d'argent, mais avoir 100 fois moins de problèmes. Studio ou appartement? Appartement. Appartement ou maison? Appartement à caisse ou Non, appartement. Ok, ouais, maison. Maison, ok. Une anecdote à nous raconter sur ton parcours immobilier? Est-ce que j'ai une anecdote particulière? Je sais pas si c'est une anecdote, mais j'ai pour 80% de mes locataires, c'est tous des Érythréens. Vraiment 80%, parce que je me suis très bien entendu avec une dame d'une ASBL, enfin maintenant 2 ASBL. Qui m'ont mis en lien, et en fait il y en a pas mal dans la région liégeoise le pays, je crois, il y a une dictature depuis plus de 30 ans, etc. Donc il y a pas mal de réfugiés qui viennent ici, qui sont très bien accueillis et qui sont juste adorables, incroyables. Il y en a certains, ça fait 1 an et demi que je les ai, ils payent toujours leur loyer en temps et en heure. Là j'ai 16 locataires à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui paye pas son loyer, quoi. Il faut aussi savoir qu'il y a 97% des locataires qui payent leur loyer, il n'y a que 3% de non-paiement de loyer, ce qui fait surtout très peur aux gens aussi qui veulent investir, etc. Ils disent, ouais, mais en fait, au plus tu as de bien, au plus tu diversifies ton problème. Et donc, ouais, voilà, une certaine anecdote, je pense, c'est que d'ici quelques années, mon parc sera 100% rempli d'Érythréens, parce que c'est une communauté incroyable avec qui je m'entends hyper bien, ils sont hyper hospitaliers. Dès que je fais un petit check, je passe une fois par mois, juste voir si tout va bien, je prends le relevé des compteurs, etc. Et chaque fois, ils m'invitent à manger et tout, alors que c'est pas prévu. Donc voilà, une petite anecdote assez sympa par rapport à ça. C'est quoi ton objectif pour cette année? T'en as? Ouais, là j'ai plusieurs opérations immobilières en cours, donc c'est finir les travaux. Là j'ai cette maison, là, donc, comme je vous ai dit, que je rénove, donc j'aimerais bien que d'ici 1 mois et demi, elle soit sur le marché, parce que c'est juillet-août, c'est un peu mort, donc il faudrait que ça se vende entre mai et juin. Et j'aimerais bien se finir encore une autre option croisée, un peu ça l'objectif, en immobilier. Et je dois refinancer la plupart de mes crédits, parce que mon dernier taux était de 5,65, donc on va... Bel objectif. En tout cas, merci d'avoir... Mais merci à vous, les gars. C'était sympa, c'était première expérience. Donc voilà, merci en tout cas. Mais je pense que ça a pu inspirer plus d'une part pour le côté entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on l'a dit. Moi, je voulais revenir sur quelque chose, c'est par rapport justement au tabou de l'argent. Je me demande si, mais à mon avis, c'est pas avéré, mais si le tabou, il vient pas plus du côté un peu employé que du côté un peu entrepreneur. Je sais pas comment vous voyez la chose. J'ai l'impression que les entrepreneurs qui développent déjà sont beaucoup plus ouverts à l'échec, parce qu'en fait, c'est monnaie courante. Mmh. Et en plus de ça, voilà, on est toujours confronté à l'argent, aux finances, t'as ta société, ton chiffre d'affaires, enfin peu importe, tes levées de fonds. Et donc, on est beaucoup plus ouvert à parler de salaire, montant. Comme tu l'as dit, justement, les indépendants, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils se payent pas grand-chose pour laisser en société.
C'est un peu des astuces que les employés généralement sont un peu plus. Moi, après, je fais pas des généralités, mais j'aurais tendance à dire. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Je pense que c'est vrai que quand on m'expliquait certaines histoires aussi au travail, etc., de certains de mes amis, si tu sais que quelqu'un fait le même travail que toi, mais qu'il est payé un peu plus cher, ça crée des frustrations, quoi. Alors que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a peut-être plus une certaine liberté aussi de parler de ça. Et si t'es entrepreneur, tu vas chercher l'argent où il est. Ouais, bien sûr, clairement. T'attends pas qu'on te fasse une augmentation. Non, mais... Complètement. Mais un grand merci. Non, les gars, avec plaisir. C'était vraiment cool. Merci à vous. Et comme a dit Louis, n'hésitez pas à vous former. ChatGPT, votre meilleur ami. Et le deuxième, c'est YouTube, le réseau, participer à des événements. Ouais, c'est ça. Il y a et vous lancer, lisez des livres, même si j'en lis pas beaucoup. Et juste si, en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vais pas commencer à dire quittez tout. Non, pas du tout. Enfin, qui suis-je pour dire ça? Mais c'est clair que s'il y a un sujet qui vous intéresse, je pense que l'immobilier, on dit toujours que le Belge a une brique dans le ventre. Je crois que c'est une personne sur deux qui est propriétaire en Belgique. Donc, si ça vous intéresse, vous avez envie d'acheter juste un ou deux biens, c'est déjà énorme, c'est déjà très très bien. En fait, il y a juste des moyens de le faire qui sont plus simples que ce qu'on vous dit. Donc, regardez juste, acheter un bien rentable en Belgique, vous allez tomber sur 40 vidéos, challenger un peu, regardez-les, ça va vous prendre une demi-heure tous les jours. Et puis, vous faites vos propres idées, quoi. Une phrase que j'aimais bien dans le premier podcast avec Ariston, lui-même justement, il avait dit « You don't know what you don't know ». Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et en fait, j'adore cette phrase. Et j'espère que ça peut inspirer plus d'un de te dire « Ok, j'ai des a priori, mais en fait, peut-être que je ne sais pas le quart. Donc, autant se former, autant regarder un petit peu. Et en fait, ça ouvre des portes. Ouais, clairement. Si tu avais quelqu'un à nous recommander pour un podcast, ce serait qui? Mais je pense que mon associé Julien, ça pourrait être très drôle, vraiment, parce que je pense qu'il pourrait dévoiler certaines choses, à mon avis, qui pourraient être très intéressantes. Et puis même ce qu'il a fait avec Curiosity depuis quelques années, je pense que ça a le mérite peut-être de le mettre un peu en lumière. Enfin, lumière, juste, mais de l'écouter, quoi. Ouais. Ça pourrait être intéressant, ouais. Eh bien, Julien, si tu nous écoutes. Si tu m'écoutes. Louis t'a recommandé, donc c'est parti. Parfait, mais un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner, justement, ça nous aide énormément. Et puis, de toute façon, nous, on continue. Donc... avec plaisir, tout. Ciao, merci, ciao.